Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Nous sommes en compagnie de nos invités, Eric Pépin Bikaï. Vous avez regardé forcément ces images. Quelle explication? Bien, tentative, hein? Est-ce que vous comprenez qu'un enseignant puisse en arriver là? Je pense quand même qu'en tant qu'enseignant, on ne peut pas avoir une explication qui pousse un enseignant à apporter ce type de correction à son élève en utilisant des outils de maçonnerie. Je pense quand même que c'est assez violent et inexplicable. Je ne sais pas le mot que je peux utiliser surtout au niveau des jeunes enfants. C'est vraiment très compliqué. À un moment, on parle de correction. Les parents, il fallait corriger l'enfant. C'est des méthodes. C'est-à-dire des parents, parfois, ils amènent l'enfant au commissariat pour qu'on puisse le corriger. Oui, ça peut par arriver. Rapport à des compagnies pas très commandables. Ça peut déboucher parfois des morts d'hommes. Parce que vous pouvez oublier la dernière actualité. C'est la mort du jeune du lycée classique de Garoua, qui aurait été corrigé par son oncle. Sa maman a demandé qu'on le sous la corrige demande de la maman. Des parents. Donc, il faut toujours éviter ce type de demande. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a des conséquences, je pense soit le correcteur, soit la demanderesse, personne n'assume. Mais en tant qu'enseignant, de temps en temps, il n'y a pas de classe en chicotte. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous qui avions en charge les 6e, 5e, 4e par exemple, c'est impossible de faire cours dans ces salles de classe sans avoir la chicotte. C'est celui-là qui dit... vous êtes un enseignant fouettard, vous. Monsieur, il m'a insulté, monsieur, il m'a dit ceci, un mot grossier, monsieur, il a arraché mes 100 francs. C'est vraiment invivable dans ces salles de classe-là. Donc, le seul élément d'éducation, parfois, c'est la chicotte. Quand tu brandis ça, ça ramène le calme. À des proportions raisonnables. Voilà, ça ramène le calme pour 5 minutes. Et les 5 autres minutes, c'est compliqué. En fait, ceux qui ont en face de ce type d'élèves connaissent de quoi je parle. C'est invivable de faire cours dans les 3 classes, 6e, 5e, 4e. On a encore l'impression que c'est une maternelle. Eric Yambik, pourquoi ça vous... Il a utilisé le terme outil de maçonnerie, entre autres. Oui, on a vu un marteau. Mais il faut déjà préciser que l'usage de la chicotte est interdit. Hein. Il faut déjà le dire. Mais je suis un partisan de la chicotte dans des proportions telles que vous l'avez exprimé, vraiment dans des proportions logiques et convenables. Vous savez, c'est parfois dissuasif. Oui, c'est très dissuasif. C'est très dissuasif. Ça, donc on peut avoir la chicotte sans en faire usage. On peut avoir la chicotte, l'utiliser, mais pas à l'extrême. Oui. Mais pas à l'extrême. Mais il y a une chose très importante, une réflexion. On utilise ou on n'utilise pas, on en fait usage ou on n'en fait pas. Parce que vous avez commencé par dire que c'est interdit. Oui, c'est interdit. Vous parlez encore de proportion. Non, mais en même temps, je suis un partisan, je suis un fruit de celui qui a bénéficié de la chicotte. Si à un moment donné, j'ai repris conscience par rapport à l'école, c'est parce que la chicotte a été utile. Vous savez, Aimé Césaire, dans Caïda Retour pays natal, dit clairement, battre le nègre, c'est le nourrir. Non, on ne va pas répéter ça. Peut-être pas comme si nous étions à une certaine époque. Oui, c'était par rapport au contexte. Tout à fait. Et tout ça, canne à sucre. Ouais. Voilà, la chicotte a sa place. Mais la réflexion à laquelle je nous soumets en ce moment, c'est la violence est devenue banale dans notre société. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous ne vivons pas cette banalité, l'impact de tout ce que nous avons comme crise, la violence, les mœurs qui sont totalement délabrées? Est-ce que ça ne signifie pas que nous avons de plus en plus du mal à avoir d'autres options dans une société qui est violente? Comment est-ce qu'on même réagit par rapport à cette violence? Comment on mesure même cette violence? Donc, je nous soumets à cette réflexion. Nous sommes dans un environnement violent. Lorsqu'on fait ce constat, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et pour lutter contre cela, ça se passe comment? Est-ce que l'État peut prendre ses responsabilités? L'État doit faire ça avec qui? Et ainsi de suite. Donc, autant de questions qui n'ont pas encore de réponse, mais pour constater que nous sommes dans un environnement extrêmement violent et que nous avons du mal à apporter des réponses idoines face à ce phénomène, en fait. Docteur Freddy Lamé. Bon, moi je dirais que cet acte relève d'abord de la misère mentale de manière globale. C'est-à-dire, je veux m'inscrire dans une logique, n'est-ce pas, de perte de socialisation
en fait, au Cameroun en général, et précisément à Douala. On est dans une ville, dans un pays où effectivement l'éducation est confiée totalement à l'enseignant. Mais on oublie que l'enfant devrait d'abord être éduqué à la maison. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que lorsqu'un enfant, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de la socialisation primaire, perd justement les bases de l'éducation. Ce n'est pas à l'école qui va encore le redresser. On peut le fouetter. Et d'ailleurs, c'est même aléatoire le fouet. Parce qu'il y a certains qu'on fouette, plus on fouette, plus il devient délinquant. Vous voyez que donc c'est pas toujours, n'est-ce pas, la plupart des parents disent que c'est les compagnies, c'est mauvaise compagnie, fréquentation, c'est à l'école. Le parent donc décide d'amener l'enfant soit au commissariat, soit le faire au commissariat, corriger dans un autre ailleurs à l'école. Peut-être c'est parce qu'on manque de centres de correction pour enfants ici, pour adolescents. Oui. Mais sinon, ailleurs, ça existe. Mais pourquoi on ne devrait pas le faire? On croit que c'est le moment, n'est-ce pas, de penser comment reconstruire notre société. Si on doit toujours penser qu'il faut... qu'on reconstruise les bétambas. On n'a jamais construit même ça. On n'est même pas dans une société construite. Donc tout est à refaire, tout est à repenser. L'éducation est à revoir à zéro. Je parle même de l'éducation au niveau, n'est-ce pas, primaire, mais au niveau secondaire, même supérieur d'ailleurs. Pourquoi? Parce que même les modules d'enseignement qui sont utilisés aujourd'hui doivent être modifiés. Pourquoi? Parce que ça doit configurer un enfant justement pour qu'il soit conforme aux règles de sa société. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les enfants sont pervertis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on pense qu'on peut éduquer les enfants à travers les émissions télé. On pense qu'on peut éduquer les enfants sous le modèle de l'Occident. Alors que nous n'avons pas de même culture, de même civilisation. La civilisation étant pour moi, n'est-ce pas, un mode de vie. D'autres pensent que pour éduquer un enfant, il faut qu'il passe, n'est-ce pas, dans les formations religieuses. Vous voyez, chez les musulmans, on envoie l'enfant à l'école coranique. Oui. Et c'est là-bas, c'est l'imam, c'est-à-dire celui qui enseigne, qui façonne l'enfant. Est-ce que vous comprenez? D'autres vont faire des cours de catéchèse dans les églises catholiques et autres. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il faut inculquer des valeurs morales à un enfant. Il faut inculquer, n'est-ce pas, le respect, n'est-ce pas, de l'autre aux enfants. Je crois que c'est dans ces milieux, effectivement. Donc, il faut repenser comment mettre sur pied des centres de rééducation ou alors des centres de correction pour les enfants, pour que l'enseignant ne souffre plus. Parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes, n'est-ce pas, en pleine crise, où on voit les enseignants se plaindre. Vous voyez qu'il y a un enseignant qui n'est pas payé depuis. Et on vient confier un dossier comme ça, avec toute la colère qu'il a. Parfois, il a de fouetter l'enfant, pas pour le fait qu'il a posé, mais parce qu'il n'est pas traité. Ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est des humains. C'est le gars n'a pas mangé. On ne se comprend plus. Vous voyez? Et tout cela s'explique de manière psychologique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque vous n'êtes pas, vous ne bénéficiez pas de certaines communautés sociales, il est difficile d'ailleurs de faire ce métier. C'est compliqué. Donc, il faut repenser la société tout en mettant au devant des choses, effectivement, l'enseignant au cœur des préoccupations pour, n'est-ce pas, une bonne éducation de tous. Okay. Donc, vous semblez partager la frustration d'enseignants, ça se... Mais très sincèrement, au Cameroun, d'abord, les services corporels sont strictement interdits dans ces établissements. C'est réglementé. Et maintenant, au-delà du service corporel, c'est le fait que, parce que les instruments utilisés dans le cas d'espèce, ce sont des armes blanches. Vous n'introduisez pas les armes blanches pour les services corporels. Si vous avez un bon avocat, vous passez au tribunal militaire. C'est une arme qui, dans l'autre sens, peut être utilisée par un étudiant ou par un élève contre vous. En réalité, c'est pourquoi les élèves traitent justement, le marteau. C'est pourquoi les enfants qui utilisaient les armes pour attaquer les enseignants et passer au tribunal militaire. Parce que c'est une arme dans tous les cas. Et si c'est vous l'enseignant qui utilisez cette arme, ça donne quand vous êtes en train d'enseigner, ça donne l'impression que vous êtes en train de prêcher, par exemple. Maintenant, dans notre contexte, moi je pense qu'il faut un peu de fuite. Moi, par exemple, quand j'étais un peu plus petit, j'ai toujours un souvenir pour moi. Premier jour que je vais à l'école à la CIL, ma maîtresse m'a fouetté alors que j'avais rien fait. J'avais mal aux yeux, elle parlait à quelqu'un à côté, je crois que c'était à moi qu'elle parlait. Et j'avais mis mon cartable sur la table. Moi, c'est resté jusqu'à aujourd'hui, là, ma tête. Madame Yeptier, quand je me rappelle d'elle, je vois toujours le fouet à la cime. Je veux dire, c'est vrai que quelque part, ça fait mal, mais en réalité, dans la plupart des sociétés sérieuses, ce que nous, on embrasse tellement le monde occidental. C'est un monde qui est totalement en déperdition. Regarde le monde sérieux. En Chine, même au Japon, là, en Corée, tout ça, en Iran, c'est des gars qui sont extrêmement gros. Même en Russie, là, peut-être le service ne peut pas être corporel, mais il y a les formes de services. On vous a dans les camps, on ne sait pas quoi. En Russie, par exemple, dans les camps pour les jeunes, là, on vous apprend
comment manier le matériel militaire, comment fabriquer, comment dépiécer et remonter une arme, etc., etc. Je veux dire, on peut punir l'enfant, mais on n'est pas obligé d'utiliser une arme blanche pour... Il peut perdre sa vie. On en a vu des cas. Je crois que c'était l'année passée ou l'année passée à Bafoussam. Il y a des enfants qu'on a battus comme ça à Garoua. Mais c'est trop quand même. Moi, je pense que... et comme quelqu'un a dit, ne négligeons pas le volet psychologique de la personne. Nous sommes dans le contexte où les enseignants se font les conditions de vie des enseignants. Est-ce qu'il ne vient pas déverser la colère à la maison puisque son épouse lui dit, mais tu sors tous les jours, il n'y a rien dans la marmite, le salaire c'est comment? Il est colérique, quand il sort de la maison, il attrape le premier enfant, il verse sa colère. Donc je pense qu'il y a cet ensemble de facteurs-là qu'on devrait étudier, voir dans quelle mesure solutionner. Mais vraiment, n'oublions pas que les services corporels sont interdits au sein des établissements. Un parent peut raisonnablement vous porter plainte et avoir gain de cause. Donc s'il faut ajouter, n'est-ce pas, un bémol, je dirais que il ne faudrait pas que cela aboutisse, n'est-ce pas, à un processus de radicalisation. Parce qu'on semble négliger, n'est-ce pas, le traitement des enseignants aujourd'hui, mais on ne devrait pas oublier que ce sont des facteurs qui conduisent, n'est-ce pas, au processus de radicalisation mentale et qui pourraient aboutir à autre chose. Parce qu'on peut sortir de là et se transformer, on devient, n'est-ce pas, un ennemi de l'État. Voilà ce que je veux ajouter. Voilà, depuis, on revient donc à la thématique principale. Je commence toujours par vous, Dr Goudou. Depuis un certain temps, on parle du Mali, on parle de Centrafrique. Quelles conséquences pour ces... Commençons par le Mali. Si jamais la Russie réussit, on va le dire, son coup en Ukraine, par rapport au Mali, la géopolitique au niveau de l'Afrique, le rapport avec la France. Très bien. Le Mali va sortir... du français. Moi, je crains de l'autre côté qu'il y ait un impact négatif pour le Mali, au cas où, puisqu'en réalité, la guerre... La France est plus ou moins impliquée. C'est les éléments qui ont envoyé les armes là-bas. Vous avez vu la sortie de Drian. Le Drian, quand Poutine a rappelé les règles du jeu le matin, il dit celui qui intervient sera confronté à ce qu'il n'a jamais confronté dans son histoire. Et le Drian de sortir et de dire que l'OTAN est aussi une alliance nucléaire. Mais tout à l'heure, un conseiller de Macron a dit quelque chose. Dans la doctrine, ça c'est anonymat bien sûr, il dit dans la doctrine nucléaire de la France, la doctrine nucléaire de la France ne peut être engagée que si les intérêts vitaux, fondamentaux de la France sont engagés. Et il ne voit pas l'Ukraine comme un élément vital et fondamental de la France. Mais par contre, le Mali est un élément fondamental de la vie économique française. En d'autres termes, je pense que de l'autre côté en Europe, sur le terrain des opérations au niveau de l'Ukraine, puisque ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité, il y a des troupes, il y a des étrangers là-bas en Ukraine, notamment les soldats britanniques, les soldats américains. C'était les gars qui participaient à former les soldats et très bien, ils sont restés, on les frappe, ils sont en train de mourir là. Mais officiellement, on ne peut pas avouer ça, puisque ça implique un certain nombre de choses. Je veux dire que dans un contexte comme ça, c'est pourquoi vous voyez toute cette euphorie là, c'est pas seulement une simple Ukraine ou 137 soldats qu'on a tués, parce qu'ils sont en train de perdre les hommes, mais ils ne peuvent pas avouer parce que leur opinion publique n'accepte pas qu'ils envoient les hommes mourir pour les Ukrainiens, ils ne voient pas ce que les Ukrainiens représentent pour eux. Ils ne sont même pas membres de l'OTAN. Maintenant, et de l'autre côté, moi je pense que si la France perd là-bas comme elle est en train de perdre, elle peut avoir beaucoup de colère parce qu'au Mali, elle organise une opération de retrait, mais elle n'est pas loin. Elle est qu'à quelques kilomètres à la frontière avec le Niger. C'est-à-dire à tout moment, c'est pas seulement la France en plus, c'est l'Allemagne, c'est pratiquement tous ces gars de l'OTAN. L'Italie, tous ces gars, ils sont seulement, avec la force Takuba, sont seulement rentrés au niveau du Niger. Moi je pense que l'impact peut être très négatif. Ça veut dire qu'ils mettent tout leur force dans la balance pour faire payer à la Russie. Mais de l'autre côté, ces gars, c'est encore très bien, puisqu'en fait, les gars qui sont en train de combattre au Mali, aux côtés des troupes maliennes, c'est là d'où le moral des éléments. Mais surtout, ce que je pense, et c'est ce que les Russes font toujours, il y a ce qu'ils font, le retour d'expérience sur telle opération. Donc, ils partent sur les autres opérations, ils testent les armes. Et quand ils testent les armes, quand sont de très bonne qualité, c'est qui est un peu classique, commence à vous envoyer cela. Je pense que ça peut avoir un impact aussi pour le Mali. Mais maintenant, l'impact qui est un peu, pas seulement pour la Centrafrique, pas seulement pour le Mali, mais pour la plupart des États africains, c'est l'impact au niveau des sanctions. Parce que vous avez vu, hier déjà, le baril de Brent a dépassé la barre de $100. Ça donne beaucoup d'argent à la Russie parce qu'on oublie toujours de dire que la Russie est l'un des premiers pays exportateurs du pétrole dans le monde, en dehors du gaz. Or, quand le coût du pétrole est extrêmement élevé, les nations africaines qui exportent le pétrole en bénéficient, puisque je crois que c'était autour de $44 pour la plupart de bougies, jusqu'à $50. Si on a plus de $100, ça veut dire que vous avez quand même une recette qui va du simple au double. Ça, c'est les pays exportateurs. Mais il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'exportent pas, notamment le Mali, notamment la Centrafrique, qui seraient contraints d'importer à des coûts doubles, dont l'impact économique peut être négatif pour ces nations-là. Et en dehors, on parlait un peu de cela en off, la Russie, c'est
pays premier exportateur, producteur de blé de par le monde entier. Au Cameroun, déjà, on sait que le prix du pain a augmenté, même si de manière pratique, le coût n'a pas augmenté, mais le grammage a baissé. Ça veut dire que le prix a augmenté. Et là, on craint que vraiment que si les sanctions sont appliquées, les sanctions financières sont appliquées, ça veut dire que les fournisseurs russes et c'est pas quoi, peut-être ukrainiens ne peuvent pas être payés par le système financier. Et éventuellement, cela peut participer à augmenter les coûts. Et comme beaucoup de pays africains ont extraverti leurs besoins de consommation, donc consomment ce qu'ils ne produisent pas, nous créons l'impact extrêmement négatif dans nos nations. Voilà, Eric Gambie, justement, cette invasion militaire russe en Ukraine, quel impact sur la République centrafricaine et l'issue, la République centrafricaine et le Mali, pour vous? Je continue de penser que si la guerre froide s'est terminée, c'était 9 novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin, oui. Je pense que la date d'hier, c'est-à-dire le 24 février 2022, reste désormais l'acte de naissance du fait que la Russie est de nouveau une grande puissance géopolitique. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, l'unipolarité du monde incarnée par les États-Unis aujourd'hui est contestée grandement par une nouvelle puissance qui avait été oubliée ou alors abandonnée. Aujourd'hui, la Russie montre qu'elle est de nouveau une grande puissance, au moins sur le plan militaire. Ce qui va faire en sorte que les nouveaux partenaires, tels que le Mali et la RCA, auront de nouveau confiance en celui-ci. Parce que de manière autoritaire, de manière importante sur la place internationale, la Russie dispose des éléments pour pouvoir imposer ses intérêts, puisqu'en réalité, il s'agit de ça. De manière opérationnelle, je pense que on sera dans une situation de négociation où le Mali n'aura plus à craindre d'avoir un certain déploiement, une certaine démarche par rapport à la France, parce qu'elle sera confortée d'être derrière un partenaire russe qui est de plus en plus fort. Et la France se montrera très regardante par rapport à sa façon de traiter avec ces nouveaux États. Je rappelle qu'il y a des questions extrêmement précises posées par le Mali en ce moment. La question de la révision des accords militaires, dont jusqu'ici, la France a refusé de manière diplomatique d'en dire un mot. Ce sont des questions qui vont se poser par la suite. Ça signifie concrètement que si ces accords de coopération sont dénoncés demain par le Mali, c'est une expression de droit dénoncée, c'est-à-dire de refuser d'en faire désormais partie, le Mali n'aura ni peur ni honte de se retirer de ces accords de coopération parce qu'elle est confiante d'avoir à ses côtés un partenaire russe qui est de plus en plus fort et qui peut peser pour elle sur la table de négociation au cas où la France, n'est-ce pas, viendra à se poser d'une certaine façon. Docteur Lagbe, bon, le Mali et la Centrafrique, ils souhaitent que la Russie puisse avoir le dessus, définitivement. C'est-à-dire cette guerre qu'elle s'achève dans les tout prochains jours. Et ils pourront regarder la France autrement. Ces deux pays d'Afrique. Disons que l'Afrique, à travers ses ressources naturelles, n'est-ce pas, attise les convoitises des grandes puissances depuis, n'est-ce pas, les périples occidentaux qui aboutissent à la découverte de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que nous sommes, n'est-ce pas, dans les rhétoriques des théories des relations internationales qui voudraient que chaque action internationale est toujours structurée ou alors subordonnée dans la logique des intérêts. Maintenant, pourquoi la Russie en Afrique? Cela suscite, n'est-ce pas, plusieurs questionnements. Et pour aller en profondeur, on va comprendre que le docteur Dalveris tout à l'heure a mentionné la Russie est le premier pays exportateur de pétrole. Et lorsqu'on parle des minéraux lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des minéraux de l'étain, la Russie est en deuxième ou en troisième position, ainsi que pour le gaz et autres. Ça veut dire que la Russie dispose déjà de ses ressources naturelles. Et la Russie, c'est l'une des puissances, il faut bien le constater, c'est l'une des puissances qui peut exister en tant que puissance sans piller les autres États. Je ne pense pas que jusqu'à présent la Russie pille en Ukraine, mais la Russie protège pour que les ressources qui sont en Ukraine ne profitent pas aux Occidentaux. En même temps, la Russie en Afrique, si la Russie avait des ambitions géopolitiques d'affronter, n'est-ce pas, les États-Unis de manière directe, parce que cela peut arriver, on ne sait pas où vont arriver, n'est-ce pas, les intentions de Poutine. La Russie donc devrait au préalable, n'est-ce pas, affaiblir les alliés des États-Unis, la France, l'Angleterre. Et pour affaiblir la France, tout le monde sait
qu'il faut délier la France, n'est-ce pas, de ses ex-colonies en Afrique noire. Donc, ce qui fait que la Russie peut réussir si les acteurs africains au Mali et en Centrafrique ont la volonté de puissance. Peut-être Touadéra, peut-être Assimi Goïta, peut-être. Mais il faut d'abord avoir une volonté de puissance. Maintenant, le problème qui peut se poser et qui peut aboutir, n'est-ce pas, à un échec d'une certaine indépendance africaine, c'est le processus de désétatisation. Vous savez, ce sont les Occidentaux qui ont divisé l'Afrique en 5 axes stratégiques et qui ont décidé que le Cameroun, le Gabon, les 6 pays constituent la CEMAC restent une sous-région. Même si on ne représente rien, parce que les échanges entre ces pays de la CEMAC, c'est 2%, c'est-à-dire que ça ne représente rien. Et ils ont décidé également que ces 5 axes stratégiques ne puissent pas mettre sur pied une monnaie commune et un marché commun. Voilà pourquoi, effectivement, on ne peut pas facilement penser à une certaine souveraineté africaine à partir du moment où la France reste une puissance. Mais si la France se perd, parce qu'il n'est pas interdit, n'est-ce pas, d'utiliser l'ennemi de la France pour combattre la France, c'est une logique géostratégique. L'ami de mon ami n'est pas forcément mon ami, mais l'ennemi de mon ennemi, lui, peut être mon ami. Donc voilà pourquoi, effectivement, si la Russie, la RCA et le Mali... Zelensky réfléchit, non? Tout à fait. Si Assimi Goïta, par exemple, utilise la Russie pour abattre la France, c'est pour une bonne cause. La Centrafrique est en chantier aujourd'hui. Il y a de cela plusieurs années, avant même l'intervention russe. Mais quand des gens disent que non, la Russie fait aussi pour des intérêts, je dis bon, d'accord, montrez-moi le site minier en Centrafrique où les Russes sont en train d'exploiter. Je n'ai pas encore vu. Peut-être, ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé aux frontières de la Centrafrique, mais moi, je n'ai pas encore vu. Par contre, à Boali, on a vu les interventions françaises. Quand vous situez à Bétois, lorsqu'on parlait, n'est-ce pas, de l'intervention onusienne, ce sont des poquelins qui étaient le matériel le plus utilisé pour l'intervention humanitaire. Mon Dieu! Il faut au moins qu'on essaie d'ouvrir les yeux. Les Africains... Vous dites que le poquelin pour les... Le poquelin, c'est-à-dire c'est un matériel pour creuser les murs. Pas soigner les gens. Puis c'est un matériel qu'on essaie pour aller à 4 mètres du sous-sol pour piller les ressources, pour creuser les ressources. Qu'est-ce qui passe soigner les gens avec? Oui, on sait ça qu'on dit que non, c'est pour l'action humanitaire. Moi, j'en ai vu. Je suis resté à Bétois plusieurs fois. Au Carrefour, j'ai vu des camions passer des Nations Unies. Ils font des machines. Ils disent, mais voilà, ce sont des poquelins. Parfois, ce sont des machines qui sont démontées. On va en Centrafrique, on dit que non, c'est pour... Et pourquoi d'ailleurs ce matériel devait passer lancer tout le territoire camerounais pour arriver en Centrafrique? C'était parce qu'effectivement, une des guerres déclenchées en Centrafrique, le point d'aboutissement, c'était l'Est Cameroun. Parce que le bloc diamantifère, il faut bien le retenir, qu'on retrouve, n'est-ce pas, de Biberati et de la petite ville... qui est à la frontière avec Kézou, à 10 km de Kézou, en Centrafrique là. C'est-à-dire le bloc diamantifère là embrasse une grande partie du Cameroun. Le BTRO, il y a du côté du département de la KDI, vous voyez. C'est-à-dire toute cette bordure là, n'est-ce pas, ce bloc diamantifère donc est comprise entre la RCA et le Cameroun. Et je vous rappelle encore que il y a des informations qu'on ne va jamais diffuser. L'ancienne ambassadrice française là, comment on l'appelait, son nom est celle qui est allée vraiment là. Son nom nous échappe tous. Elle a récemment quitté le Cameroun. Tout à fait. Elle était en contact avec une principale dans un collège à Batouri. Et elle s'y rendait constamment dans la ville de Batouri, c'est-à-dire le département de la KDI, qui n'est pas loin de la Centrafrique. Pour quel enjeu? Et après, n'est-ce pas, son départ, la guerre éclate en Centrafrique. Les rebelles centrafricains entrent au Cameroun. Bétois était sécurisé. Batouri était sécurisé. Toutes les villes là, à partir de Biti étaient justement touchées. Parce que les rebelles étaient actifs. Donc, le but, n'est-ce pas, l'effet final de c'était quoi? C'était, n'est-ce pas, de créer une guerre qui devait, n'est-ce pas, enliser une partie du Cameroun. En même temps, il faut reconnaître que il y a des nouvelles, les pétrodollars qui sont nés aujourd'hui, des nouvelles puissances qui se développent à partir, n'est-ce pas, du pétrole. Le Qatar a besoin de l'Est Cameroun pour faire, n'est-ce pas, de l'agriculture. Mais comment y parvenir? Donc, les nouveaux accords qui se tissent entre la France et le Qatar concernent également l'Est du Cameroun. Mais on dort, on mange du rôti canard et on dort, alors que notre pays est en train de se vendre par les autres. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a quand même un chef d'État qui est stratégique. Alors, à partir d'aujourd'hui, il montre effectivement que il faut avoir, n'est-ce pas, une armée souveraine. Tant qu'on n'a pas une armée souveraine, on ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, être souverain. Est-ce que vous voyez? Donc il y a tellement d'enjeux qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans cette partie.
Voilà, Eric Pépin Bikaï, au terme de cette invasion, est-ce que après le Mali et la République centrafricaine, d'autres pays africains seraient tentés de se rapprocher de la Russie? Non, je pense que les Africains ne doivent pas très tôt crier victoire. Eric l'a si bien rappelé tout à l'heure dans son brillant exposé. Il a évoqué un élément fondamental dans la géopolitique des relations internationales, la conférence de Yalta. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout tourne tout autour de la conférence de Yalta. La paix payée, la paix planifiée, la paix projetée. Et là, on parle d'un pays qui est immensement riche. Je rappelle que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés de superficie. La Russie est le pays qui a l'une des densités les plus faibles au monde. La Russie, c'est à peu près 17 millions d'habitants. 150 millions d'habitants, autant pour moi, sur 17 millions de kilomètres carrés de superficie. C'est un pays continent qui va même au-delà, en fait, qui est frontalière avec les pays comme les États-Unis. Si on se réfère à l'État d'Alaska, qui est au nord du Canada. Moi, je suis de ceux qui pensent que la présence russe en Afrique ne me plaît pas. Parce que je pense que c'est une présence qui veut endormir l'esprit souverainiste des Africains. Parce qu'il ne faut pas oublier deux choses. Il y a deux éléments fondamentaux qui font la souveraineté d'un peuple. La langue et la monnaie. Et vous voyez par exemple qu'en Afrique, au francophone, il y a une sorte d'enlisement par rapport à ces deux éléments-là. Et même la monnaie, lorsque vous l'avez, il faut que vous ayez un marché, il faut que vous ayez de l'industrie. Sans marché, sans une industrie forte, même si vous avez la monnaie, on va se retrouver avec la situation, comme à la situation du Zimbabwe. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a au moins 16 pays qui ont leur banque centrale. Et ils ne sont pas autant développés que les autres. Alors, on rejoint un peu la définition de Cheikh Amadou en Pateba, qui disait que le développement, pour vous, est une fonction de masse. Chez nous, c'est une fonction d'équilibre. C'est-à-dire, on peut se résumer à manger du couscous au matin, à midi ou le soir, et on peut s'estimer développé. Parce que tout est fonction des éléments micro que nous apportons dans la définition de la notion de développement. C'est pour ça que c'est une définition qui est assez polysémique. Elle n'est pas statique. Donc, maintenant, une Afrique concurrente qui est affamée parallèlement, parce qu'en réalité, c'est le côté qu'on ne présente pas. David l'a dit tout à l'heure, on a de plus en plus des économies extraverties et on a réussi à avoir même des industries extraverties. C'est-à-dire qu'ils dépendent au moins à 80-95% de la production des matières premières venant de l'extérieur. Et si vous prenez par exemple un pays comme le Mali, qui est un pays enclavé, dont la plupart de sa population vit à l'extérieur, il y a au moins 3 millions de Maliens qui sont installés en Côte d'Ivoire. Donc leur rôle... Bon, je ne peux pas parler d'ici parce que forcément, c'est mieux de faire les analyses avec un pays qui est voisin. Parce qu'en réalité, le port d'Abidjan ravitaille une grande partie du territoire malien. Et il y a un élément géopolitique qu'il faut intégrer dans la construction démographique malienne actuellement. C'est que 2/3 du territoire ne sont presque pas habités. Et les 90% du territoire de la population occupent le 1/3 du territoire. Donc, la zone des 3 frontières, pour dire la vérité, est un no man's land. Et c'est ce qu'on ne dit pas à l'opinion publique africaine. Que pendant très longtemps, les Maliens n'ont pas occupé leur territoire. En fait, ils n'ont pas construit leur pays. Ce n'est pas, par exemple, pas le cas du Cameroun, parce qu'en réalité, chez nous, chaque ville est une véritable capitale. C'est-à-dire, vous trouvez de l'ambiance, quelle qu'en soit l'heure où on arrive, chacun a ses habitudes, quelle qu'en soit l'heure où on arrive, dans les 4 coins du Cameroun. Donc, la présence russe en Afrique peut être salutaire pour les panafricanistes qui accusent à bas la France et autres. Je suis d'accord. Et ces inepties sont parfois ventilées dans le cerveau des Africains. Non, il faut que la France parle. Oui, je suis d'accord que la France parle parce qu'elle a très mal décolonisé l'Afrique francophone. Ce n'est pas la même chose avec les Anglais. Ils sont partis. Ils n'ont aucune pression sur le fonctionnement macro-structurel des anciennes colonies. L'exemple le plus patent, c'est le Nigeria. La petite Gambie, qui est venue jouer la fois dernière chez nous à sa banque centrale. L'Angleterre s'en fout. Mais ce n'est pas le cas pour la France. C'est la raison pour laquelle je parle de la mauvaise décolonisation de la France. Elle est restée ancrée dans ses colonies en imposant le code de l'indigénat jusqu'en 2022. C'est la raison pour laquelle je donne raison aux panafricanistes qui crient à bas la France. Mais même elle,
Aujourd'hui, avec les liens qui nous unissent, il est difficile de se départir de cette colonisation. Il est davantage important pour les États africains et nos dirigeants de réunir toutes les conditions pour que les pays francophones, parce qu'en réalité, le problème vient des pays francophones qui sont restés des bébés aux côtés de la France, en fait, qui ne veulent pas s'auto-déterminer elles-mêmes. Parce qu'en réalité, parfois, on accuse la France, parce que ça vient de loin. Mais il faut d'abord accuser notre cour centrale. On a comme l'impression que nos dirigeants ne veulent pas s'auto-émanciper. On a comme l'impression que nos dirigeants veulent toujours prendre les ordres du côté de la mère patrie. On a comme l'impression que nos dirigeants aiment cette situation-là, qu'elle doit se perdurer. On ne peut pas toujours accuser que c'est la France. Non, je suis désolé. Donc, maintenant, le Moïse noir qu'on nous ramène aux frontières africaines et qui risque de créer une transposition des guerres manquées sur le vieux continent. Je suis d'accord avec ce que le docteur disait tout à l'heure, que toutes les guerres auront toujours lieu en Europe, parce qu'en réalité, c'est en Europe qu'il y a les plus gros enjeux. Mais je ne voudrais pas que ce Moïse noir nous transpose une nouvelle guerre dans un continent qui est presque affamé, où on a de la peine à se nourrir. Donc je crains, et j'ai un regard larmoyant sur la percée sur les territoires africains de ce Moïse noir qu'on appelle la Russie, et donc je ne porte pas dans mon cœur. Je suis pas libre. Oui, je suis libre. Je ne porte pas leur présence dans mon cœur. Et puis pire, il y a une sémantique qui est vendue. C'est-à-dire, ce n'est pas c'est pas l'armée russe qui est en Afrique. Ce sont les mercenaires. Quand Poutine prend la parole, je ne les reconnais pas. Mais tout porte à croire qu'il y a des proximités entre les dirigeants qui les appelle mercenaires? Non, en fait, c'est ce qui se dit. En fait, qui les appelle ainsi? On dit que Wagner, c'est un groupe qui les appelle ainsi? Non, toute la presse internationale le dit. Non, et nous, c'est pas ça ma question. Non, vous attendez que je dise que c'est la France qui les appelle ainsi. Je pense que c'est cela. Vous voulez pas le dire? Non. En fait, de toute façon, moi, je veux que vous me prêtez l'argent et non le mot. Je parle de la presse internationale qui appelle Wagner mercenaires. Ils ont fait un itinéraire de leur positionnement dans un certain nombre de conflits. Pour le moment, pour la plupart de ces pays où ils sont allés, les conflits sont réalisés. Il ne faut pas oublier que très tôt aussi, la Russie est venue au secours du Venezuela après le fait que les États-Unis aient créé un dysfonctionnement économique dans ce pays-là. Nous en sommes où? On a aujourd'hui un peuple vénézuélien qui était l'un des peuples les plus respectés en Amérique latine, aujourd'hui qui est disséminé à travers cette Amérique-là, qui est un peu la honte de l'Amérique latine. Donc faisons trop attention avec nos Moïse noirs que nous ramenons à nos frontières. Eric? Oui, vous savez, quand on parle de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique noire francophone, concernant les relations internationales, il manque une pensée géopolitique. C'est ça le problème. Le modèle que veut mettre en place l'Afrique, c'est lequel? Il n'existe pas. Il n'existe pas une pensée géopolitique. Parce que si nous interrogeons cette pensée géopolitique, ce modèle, il faudrait qu'on interroge notre anthropologie, notre sociologie, qui fit de nous, n'est-ce pas, un continent grand. Mais nous n'avons pas ces éléments. Aujourd'hui, il faudrait donc que l'Afrique s'installe dans une politique d'alliance. La politique d'alliance voudrait que l'Afrique, quand elle a cette pensée, qu'elle se mette notamment aux côtés de la Russie. Parce qu'avec la France, jusqu'ici, on voit que ce partenaire traditionnel n'arrive pas à faire en sorte que les fruits soient ceux qui sont attendus. Maintenant, est-ce que l'Afrique a l'intelligence géopolitique pour s'inventer aux côtés de la Russie notamment? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali, pour parler terre à terre, peut utiliser la Russie pour se décoloniser au sens de la souveraineté et être véritablement un espace de propulsion pour l'Afrique? C'est ça la vraie question. Mais lorsque nous regardons les différents éléments mis ensemble, nous doutons de cela. Mais on veut avoir bon espoir que la Russie permettra, n'est-ce pas, un certain accompagnement, va même susciter une pensée géopolitique de telle sorte que, bien entendu, cette Afrique et le Mali puissent se réinventer. Et je vais terminer en disant ceci. Lorsque nous parlons de la Russie aujourd'hui, on parle d'un pays qui est en train de rechercher des zones d'influence, c'est-à-dire les différents espaces sur lesquels elle va s'imposer, de telle sorte que ces espaces seront comme sa gibecière au sens géopolitique. J'ai ces différents territoires, comme ce fut le cas avant la Deuxième Guerre mondiale et un peu après, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la Moldavie et tout ça. Aujourd'hui, la Russie est dans la recherche de cette zone d'influence, de ce bloc d'influence. C'est pour ça. C'est des espaces à recoloniser, quoi. Je ne vais pas dire recoloniser. Puisqu'elle n'a jamais colonisé. Plus pas recoloniser, mais de ces blocs d'influence. Ces zones d'influence. C'est de ça dont il est question. Et elle a besoin de ces zones d'influence pour être au moins une puissance au sens géopolitique.
pour être une puissance militaire, parce qu'économique, il y a encore du chemin. Et c'est ça dont nous parlons aujourd'hui. Et pour terminer, je vais me reprendre. Est-ce que l'Afrique et le Mali en particulier ont cette pensée qui ferait qu'eux, ils peuvent se mettre côte à côte et profiter de cette nouvelle géopolitique russe pour s'inventer et être un espace de propulsion? Docteur Labé, pour terminer, votre mot de la fin? Je vais prendre la fin de Eric Polyambi pour dire que, comme il parle, n'est-ce pas, de la pensée géopolitique, moi je vais parler plutôt de la volonté géopolitique. Est-ce que justement les Africains peuvent se doter maintenant, n'est-ce pas, de cette volonté géopolitique pour rompre avec la cécité stratégique? Un terme, n'est-ce pas, un concept que nous avons prêté sur le professeur Foguet, l'un des grands penseurs géostratégiques africains, où on dit que la cécité géostratégique, c'est quoi? C'est justement l'absence de volonté géopolitique, ou alors l'absence de volonté de puissance qui anime la plupart des dirigeants africains aujourd'hui. Donc, nous sommes à l'ère où effectivement, on doit exploiter la Russie à des fins, n'est-ce pas, géopolitiques et pour faciliter, n'est-ce pas, une certaine souveraineté. Et je vous rappelle que lorsqu'on parle de souveraineté, il s'agit beaucoup plus, n'est-ce pas, de l'Afrique noire francophone. Pourquoi? L'Afrique noire francophone, justement, dispose encore, n'est-ce pas, des zones d'influence où la France en a même mise totalement. Si on prend, n'est-ce pas, le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire les 14 pays, n'est-ce pas, où on voit la Côte d'Ivoire, qui est toujours, justement, dans le sillage, n'est-ce pas, d'accompagnement de la volonté de la France, n'est-ce pas, dans le but de déstabiliser à chaque fois un État qui essaie effectivement de lever la tête contre les volontés de la France. Aujourd'hui, la France également veut, n'est-ce pas, à travers la CEDEAO, une institution qui, n'est-ce pas, qu'il finance à 80%, isoler le Mali. Pourquoi la France n'a pas autant condamné, n'est-ce pas, le coup d'État en Guinée-Conakry qui est à côté? Non, au Tchad, beaucoup plus. Au Tchad d'ailleurs, et en Guinée-Conakry, voilà, justement, au Burkina et même au Niger. Pourquoi on ne parle pas de ces pays? Pourquoi ils n'ont pas effectué le déplacement? Mais pourquoi seulement le Mali? Parce que c'est à partir de cet instant qu'on peut qualifier, n'est-ce pas, le coup d'État du Mali, n'est-ce pas, d'un coup d'État nationaliste. Retenons qu'en dehors du coup d'État nationaliste, on peut avoir un coup d'État réactionnaire, tout comme avoir un coup d'État néocolonial. Par exemple, Compaoré sur Sankara a effectué un coup d'État néocolonial, c'est-à-dire renverser un régime nationaliste pour mettre sur pied un régime néocolonial et continuer et pérenniser justement la colonisation française. Et il a été soutenu par Houphouët-Boigny parce que la maman de Blaise Compaoré est baoulée, c'est-à-dire le même village que Houphouët-Boigny. Voilà donc des alliances qu'on doit utiliser, n'est-ce pas, pour se repositionner, mais on l'utilise, n'est-ce pas, pour déconstruire, n'est-ce pas, toute volonté de puissance africaine. Donc il faudrait donc que les Africains, n'est-ce pas, se dotent de cette volonté de puissance, rompre avec la cité stratégique et voir comment effectivement utiliser une puissance peut-être qui demande même l'amitié afin de voir comment abattre notre principal ennemi qui est la France. Voilà, docteur Goujou, vous terminez. Oui, principal ennemi. Moi, je termine en disant que c'est très important que nous voyons, comme nous sommes dans la communication, les éléments du langage. C'est ça qui constitue les pensées. Notre ami tout à l'heure, Pépin, a fait allusion à Wagner. Wagner n'existe pas du point de vue légal. Ce qu'ils appellent Wagner. Voilà. D'abord, qui est Wagner? Non. Qui est Wagner? Wagner, c'était l'un des meilleurs compositeurs pour qu'il écoutait beaucoup. C'est les Européens qui inventent ce mot pour qualifier une compagnie militaire privée russe qui est CY Security. Donc, vous ne verrez nulle part ici Wagner. Mais maintenant, moi, je pense que c'est très important pour nous de regarder comment ça a réussi ailleurs. C'est de la conscientisation. Tout à l'heure, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, le général de division, Igor Konachenkov, disait qu'ils font le bilan de la journée. Ils disent qu'ils sont à 214 infrastructures et objectifs militaires atteints, détruits. Nous, au Cameroun, nous, en Afrique, est-ce qu'on regarde le mode opératoire? Parce que c'est ça qui se passe. Puisque les Russes, même quand ils font ça, c'est qu'ils s'implémentent là, système, choc et peur. Ils ont vu les Américains faire des guerres rapides. Ils regardent ce que vous faites, ils améliorent pour atteindre les objectifs. Au fond de cela, que ce soit en Russie, que ce soit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit des pays sérieux à l'Est là, c'est la conscientisation de la population. Chez les Américains, par exemple, tout à l'heure, notre ami Eric parlait de la volonté géopolitique ou la pensée géopolitique. Ouais. Vous savez, même aux États-Unis, la grande volonté géopolitique, ce n'est pas défini par l'État. Ce sont des cabinets privés, ce sont des lobbying qu'ils font. La stratégie de l'encerclement de la Russie, ce n'est pas l'État qui le fait. Brzezinski a pensé cela. Il a travaillé dessus. Ça existe là. Tout le monde regarde ça. Et les gens lisent. C'est pourquoi la plupart les rooms, tous les gars du complexe militaire, là, quand ils sont d'abord ministres, après ils rentrent, ils créent le cabinet. Et ils font des propositions. En Russie, c'est pratiquement la même chose. Comme vous voyez par exemple avec CY Security,
On dit qu'il est proche à Poutine. La plupart des gars de CY, que ce soit ici au Mali ou en SCA, c'est des anciens militaires qui ont une expérience. C'est-à-dire, on se dit que même si tu as pu l'arrêter, l'expérience que tu as là, vraiment, ça peut nous être très utile. On continue à utiliser cela. Même en Israël. Très bien. En Israël, même chez nous, au Cameroun, par exemple, les éléments qui dirigent les forces d'élite chez nous, c'est des gars qui ont une expérience sur le terrain en Israël. On se dit non, c'est d'une ressource. Non, je ne parle pas de football, moi je parle de Tal. Tal, au niveau que ce soit le Shin Bet, que ce soit le Mossad, les éléments, que ce soit la garde présidentielle du BIR, il y a une expérience importante. Et n'oubliez pas, je vous le dis en passant, nous sommes l'une des rares armées de par le monde entier, notamment la garde présidentielle, qui avons la même tenue que la maison. Le vert olive, que Tal utilise dans le désert. Justement, c'est ça. Ça se traduit la proximité de la pensée. Et tout cela, non. Il faut quand même avouer que le Cameroun a accueilli 2 premiers ministres israéliens. Effectivement. Et exact, oui, c'est vrai, on pourra en parler, on joue les raisons pour cela. Oui. Mais je vais dire qu'au fond de nous. Vous voulez qu'on en parle? Pourquoi? Non, c'est très important pour l'histoire du Cameroun. Oui, d'une émission. C'est pourquoi même nous, C'était avant les années 90. Exact. Quand on parle de la exact. Quand on parle de la pensée géopolitique, c'est qu'au niveau des programmes scolaires, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Est-ce qu'on enseigne les histoires à nos enfants? La géopolitique à partir de l'école primaire. Effectivement, il n'y en a pratiquement pas. On ne peut pas exister. Exact. On peut commencer de la géostratégie à l'école primaire. Malheureusement. En fait, je voulais dire que l'intitulé du cours en 6e, 5e, 4e, c'est difficile là. Oui, il s'appelle Taisez-vous. Donc c'est un cours très difficile. C'est-à-dire que l'enseignant, quand tu es l'inspecteur, tu passes par là, tu peux croire que l'enseignant n'est pas de travailler. En fait, le gars passe le temps à dire taisez-vous. Et on a encore besoin de ce titre du cours. Voilà. Merci Eric Pépin Bikaï. C'est moi qui vous remercie. On a passé 2 jours. Excellent plateau. Merci, Dr Goudjou. Merci et félicitations à vous de mettre ce type de thématique sur la... Non, c'est l'actualité qui nous l'a imposé. Oui, mais ailleurs, ça ne se regarde pas. Comment? Quand vous travaillez sur le thème, ça montre aux Africains qu'en réalité, il y a des événements qui se passent ailleurs qui peuvent avoir un impact néfaste chez nous. Par exemple, chez nous, on coupe... Pourquoi on coupe tout le temps? Parce qu'on a besoin de carburant. On n'aura pas assez d'argent puisqu'on importe le carburant qu'on utilise. Quand les coûts grimpent, on n'en aura plus pour faire tourner les centrales thermiques. Et si on ne peut pas les faire tourner, on aura les coupures tous les jours. Ça veut dire que la guerre qui se passe ailleurs a un impact par les hôpitaux chez nous. Voilà. Merci également à vous, docteur. C'est moi qui vous remercie, M. Charles Tour. Et je pense qu'en réalité, je serai toujours présent, n'est-ce pas, lorsqu'il y aura ce genre de thématiques. Tout à fait. D'ailleurs. Seulement ça? Peut-être d'autres. Quand il y a des sujets sensationnels pour, n'est-ce pas, profiter et sensibiliser, comme le grand l'a dit tout à l'heure. Il faut éveiller les consciences africaines actuellement. C'est le moment de le faire. C'est pas demain, c'est maintenant. Ok, merci à vous également, Eric Yombi. Merci. Le poids colonial de la France. Le poids colonial. Oui, le poids colonial. Tel est l'intitulé de mon 7e ouvrage, tout à fait. Disponible notamment sur Amazon et dans les librairies au Cameroun, de même qu'en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, voilà. Au Mali, à Bamako? Oui, à Bamako, notamment, n'est-ce pas, à la librairie au Grand Hôtel, pour ceux qui connaissent Bamako. Ou alors le Mémorial Sankara à Ouagadougou. Et également chez Doumbouya? Non, pas encore. Bientôt. Et chez le président Touadéra en Centrafrique? D'ici très peu de temps, oui. Ah bon? Oui, voilà. Nous avons un point focal. Ceux qui nous regardent, ils sont nombreux à nous regarder. Là. Tout à fait. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro, le dernier de la semaine. Et qui on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. N'oubliez pas, tout à l'heure, après Equinox Soir, Choguel Maïga, Premier ministre du Mali, face à l'Infocar. Voilà, on se retrouve lundi, 19h, Equinox Soir. Bonsoir, Bamako.